Bonjour chers élèves de la terminale D, je suis M. Kouassi, prof de SVT. Chers élèves, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon, la reproduction chez les plantes à fleurs. Alors, la plante sert de nourriture, la plante sert de médicament. Donc je vous demande de bien suivre cette leçon. Bien avant, nous allons passer à une situation d'apprentissage que je vais vous lire. Dans le cadre des activités de la coopérative, certains élèves de la terminale D de ta classe sèment des graines de gombo. Ces graines donnent des plantes qui fleurissent et produisent des fruits. Pendant la récolte, les élèves découvrent dans les fruits ouverts des graines. Ils décident alors d'expliquer la formation des cellules reproductrices mâles et femelles et le mécanisme de la formation des graines. À partir du test lu, quel est le constat qui est fait? Alors le constat est le suivant. Les graines se forment chez les plantes à fleurs. Je reprends bien. Les graines se forment chez les plantes à fleurs. Et de ce constat, quel est le problème qui se dégage? Eh bien, le problème est le suivant. Comment la graine se forme-t-elle chez les plantes à fleurs? Je reprends pour dire le problème est comment la graine se forme-t-elle chez les plantes à fleurs? Alors, pour répondre à cette question qui est pour nous en SVT un problème, dites ce que nous allons faire. Eh bien, nous allons proposer des hypothèses. Alors, quelles sont les hypothèses que nous pouvons retenir ici? Alors, nous pouvons retenir que, conformément à la situation que nous avons lue, peut-être que la graine se forme à partir des cellules reproductrices. Alors, que vont faire les cellules reproductrices? Nous pensons que ces cellules peuvent se rencontrer. Donc, la deuxième hypothèse s'ensuit pour dire que peut-être que la graine se forme à partir de la rencontre des cellules reproductrices. Alors, nous allons passer à la première hypothèse, à la vérification de la première hypothèse. Alors, nous allons reprendre la première hypothèse sous forme de question. Alors, elle devient donc en grand 1. La graine se forme-t-elle à partir des cellules reproductrices? Grand 1. La graine se forme-t-elle à partir des cellules reproductrices? Qu'allons-nous faire pour vérifier cette hypothèse? Eh bien, nous allons faire une observation. Mais l'observation de quoi? D'une fleur. Donc, vous notez en grand A, la fleur. Et en petit 1, observation. Et nous allons observer quoi? Comme on l'a dit, nous allons observer un document qui montre les différentes parties de la fleur. Bien, en petit 2, nous avons le résultat. Et devant vous, vous avez le schéma d'une fleur. Bien, qu'allons-nous faire de ces résultats-là? Rapidement, nous allons faire une analyse. Bien, alors, que voyons-nous au niveau de la fleur? Nous retrouvons les sépales. Et après les sépales, nous avons les pétales. Et ensuite, nous voyons l'étamine, le stigmate et autres. Alors, petit 3, analyse des résultats. Après avoir observé la fleur, en combien de groupes pouvons-nous classer les éléments de la fleur? Alors, on peut les classer en 2 grands groupes. Alors, les organes protecteurs, qui sont les pétales et les sépales, et les organes reproducteurs, qui sont l'étamine et le pistil. Alors, de quoi est composée l'étamine? L'étamine est composée d'un filet surmonté d'une anthère. Et l'étamine représente l'organe reproducteur mâle. Alors, de quoi est composé le pistil? Le pistil est composé d'un ovaire, d'un style et d'un stigmate. Et que représente donc le pistil? Le pistil représente l'organe reproducteur femelle. Alors, nous passons à la dernière étape qui est la conclusion. Alors, que pouvons-nous retenir en conclusion? Ou que pouvons-nous dire en conclusion? La fleur est organisée et possède des organes protecteurs et des organes reproducteurs. Bien, après avoir déroulé le grand A, nous passons au grand B.
Alors, qu'allons-nous utiliser pour le grand B? Nous allons utiliser une étamine. Bien, alors, qu'allons-nous faire de cette étamine? Nous allons faire une observation. Donc, vous notez petite observation. Alors, nous allons observer quoi au juste? Nous allons observer ici un document qui présente une étamine et la coupe d'une antenne jeune et d'une antenne mûre. Bien, alors, vous le voyez en résultat, petit 2, résultat. Vous avez l'antenne à ma droite et à ma gauche, nous voyons ensemble l'antenne jeune et l'antenne mûre. Et il est bien de préciser les différents éléments que l'antenne jeune compose. Et nous lisons là parenchyme, nous lisons assise transitoire, nous lisons assise nourricière, nous lisons faisceau cribrovasculaire et ainsi de suite. Quant à l'antenne mûre, on voit épiderme, assise mécanique, fente de déhiscence, loge pollinique remplie de grains de pollen et reste des cellules nourricières. Bien après le résultat, nous passons à l'analyse. Mais bien avant, de quoi est composée l'étamine? En rappel, l'étamine est composée de filets et de l'antenne. Bien, lorsqu'on observe bien l'antenne jeune, quelle est la remarque que nous pouvons faire? Alors, l'antenne jeune présente 4 sacs polliniques au niveau desquels se trouvent les cellules mères de microspores. Au niveau de l'antenne âgée, quelle est la remarque que nous pouvons faire? Au niveau de l'antenne âgée, il apparaît une fente de déhiscence, des loges contenant des grains de pollen à la place des cellules mères de microspores et une assise mécanique. Alors, nous disons que ces éléments n'apparaissent pas dans l'antenne jeune. Petit 4, interprétation. Nous vous proposons ce schéma pour expliquer le mécanisme de la formation des grains de pollen. Alors, le point de départ, nous avons une cellule mère de spore, une cellule mère de microspore qui est diploïde. Alors, que va subir cette cellule mère-là? Cette cellule mère va subir une méiose. Pour donner quoi? Elle va subir une méiose pour donner 4 tétraspores haploïdes. Alors, que va subir le noyau de chaque tétraspore? Le noyau de chaque tétraspore va subir une mitose cette fois-ci, ou une division pour donner 2 noyaux. Un noyau arrondi, qui est le noyau végétatif, et un noyau allongé, qui est le noyau reproducteur. Et l'ensemble de ces 2 noyaux va s'entourer de 2 membranes. Une membrane à l'intérieur qu'on appelle l'intine, et une membrane à l'extérieur qu'on appelle l'exine. Alors, que nous donne alors le grain de pollen? Le grain de pollen sera alors constitué de l'ensemble de ces 2 noyaux entourés des 2 membranes. Nous allons résumer cette description en des phrases bien précises. Le grain de pollen est la cellule reproductrice mâle. Son mécanisme de formation est le suivant. La cellule mère de microspore subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes appelées microspores ou tétraspores. Le noyau de chaque tétraspore subit une division ou une mitose pour donner 2 noyaux. Un noyau végétatif arrondi et un noyau reproducteur allongé. Ces 2 noyaux s'entourent de 2 membranes, l'exine à l'extérieur et l'intine à l'intérieur. Et l'ensemble de ces 2 noyaux, entourés des 2 membranes, forment le grain de pollen. Et on a devant nous le schéma d'un grain de pollen. Vous voyez les noms, on apporte intine, exine, membrane plasmique, noyau végétatif, cytoplasme, cellule reproductrice et noyau reproducteur. Bien, alors, quelle est l'étape finale de notre vérification? C'est la conclusion. Que pouvons-nous noter en conclusion? Nous pouvons dire que le grain de pollen formé à l'intérieur de l'antenne est la cellule reproductrice mâle. Je reprends la conclusion.
Le grain de pollen formé à l'intérieur de l'antère est la cellule reproductrice mâle. Nous avons fini de vérifier le grand B, nous allons passer au grand C. Le grand C concerne l'organe reproducteur femelle qui est le pistil. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons faire une observation. Nous notons en petit 1, observation. Alors, qu'allons-nous observer? Ici, nous allons observer des coupes de pistil, bien que nous voyons en résultat. Donc, nous avons petit 2, résultat. Alors, nous avons une coupe transversale et longitudinale de pistil. Bien, après le résultat, nous passons à l'étape 3 qui est l'analyse. Donc, vous notez petit 3, analyse. À titre de rappel, de quoi est composé le pistil? Le pistil est composé d'un stigmate, d'un style et de l'ovaire. Alors, de quoi est composé l'ovaire? L'ovaire est composé d'un ou de plusieurs carpelles, à l'intérieur duquel se trouve l'ovule, que nous montre le schéma de l'ovule. Ici, on a un ovule jeune et un ovule mature. Alors, qu'est-ce que ces deux ovules ont en commun? L'ovule jeune, lorsque nous observons bien, et l'ovule mature ont en commun le nucelle. Vous avez le nucelle à l'intérieur, les téguments, qui sont les primidines et les secondines. Nous avons le micropyle. Alors, quelle remarque pouvons-nous faire encore au niveau de l'ovule mature? Nous remarquons qu'à la place de la cellule mère des macrospores présents à l'intérieur du nucelle dans le jeune ovule, apparaît le sac embryonnaire de l'ovule mature. Nous reprenons cette partie-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, à l'intérieur du nucelle du jeune ovule, on avait des cellules mères de macrospores. Et dans l'ovule mature, nous avons maintenant un sac embryonnaire. Petit 4, interprétation du grand C. Alors, pour mieux expliquer le passage des cellules mères de macrospores à la formation du sac embryonnaire, nous allons vous présenter ce schéma. Alors, que subit la cellule mère des macrospores? La cellule mère des macrospores subit une méiose. Et pour donner 4 macrospores haploïdes. Et que vont faire ces macrospores haploïdes, ces 4 macrospores haploïdes? Nous n'avons que 3 de ces macrospores situés du côté micropillaire vont dégénérer. Et la seule macrospore restante va grossir et prendre le nom de mégaspore. Alors, lorsque nous observons toujours la mégaspore, alors, que constatons-nous au niveau de son noyau? Nous constatons que le noyau de la mégaspore va subir une première mitose, deuxième mitose, troisième mitose. Donc, 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux répartis en 7 cellules, comme suit. Donc, nous allons reprendre tout ce que nous avons dit de manière bien claire afin que vous puissiez comprendre. Alors, la cellule mère des macrospores, nous avions dit, se transforme en sac embryonnaire selon un mécanisme. Le mécanisme de formation du sac embryonnaire est le suivant. La cellule mère des macrospores diploïdes subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes, dont 3 dégénèrent. La seule cellule restante grossit et devient une mégaspore. Le noyau de la mégaspore subit 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux répartis en 7 cellules, à savoir au pôle chalasier, 3 antipodes. Au centre, une cellule à 2 noyaux. Au pôle micropillaire, une oosphère et 2 synergides. Notons que l'ensemble de ces 7 cellules forment le sac embryonnaire. Que voici, nous avons le sac embryonnaire, l'antipode, la cellule centrale,
les synergides, l'oosphère et le micropyle. Alors, quelle est l'étape finale de cette partie? Alors, c'est la conclusion. Nous notons petit 5 conclusions. Alors, que pouvons-nous retenir en conclusion? Nous pouvons retenir que l'ovule renferme le sac embryonnaire dans lequel se trouve l'oosphère qui est la cellule reproductrice femelle. Alors, pour terminer cette première partie, nous notons conclusion. Alors, que pouvons-nous retenir? Nous retenons que la graine se forme à partir des cellules reproductrices mâles et femelles. Chers élèves, vous avez été formidables, vous avez bien suivi. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie sur la reproduction des plantes à fleurs.